Les ingénieurs sont les magiciens qui bâtissent notre 17, monde et façonnent 16, notre quotidien. 15, 14. Des avancées extraordinaires ont changé le cours de l'histoire et nous ont menés au-delà des rêves les plus fous de nos ancêtres. Et décollage. Mais derrière chaque nouvelle frontière se cachent des risques inconnus, auxquels notre ambition se heurte avec fracas. Notre soif de l'impossible peut compromettre des réputations, engloutir des fortunes, détruire l'environnement et faucher des vies. Mais les tragédies sont aussi porteuses d'espoir, car elles poussent les ingénieurs à progresser et à s'adapter. Verrouillez les portes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces erreurs pour le prochain grand pas de l'humanité ? Le génie civil est derrière la construction du décor de notre vie quotidienne. Les routes sur lesquelles nous roulons, les écoles où nous apprenons, les bureaux où nous travaillons et les maisons dans lesquelles nous vivons. Par leur esprit, par leurs mains, les ingénieurs ont prise sur nos vies. Mais le génie civil est un secteur économique d'importance et les infrastructures un sujet politique. Souvent, les ingénieurs se retrouvent au pied du mur. Il faut travailler avec un budget limité, des délais serrés. C'est là que frappe le malheur. Comme tous les soirs, enseignants, chauffeurs de taxi, architectes, militaires et enfants se pensaient en sécurité dans leurs appartements de la tour Grenfell. C'était une mosaïque de gens différents, comme on en voyait beaucoup à Londres. C'était vraiment des gens bien et gentils. Comment l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la Grande-Bretagne en un siècle a-t-il pu faire 72 morts? Tous les étages se sont embrasés. Tant de choses sont allées de travers cette nuit-là. À Miami, une simple passerelle est conçue pour permettre aux piétons de franchir une route à 8 voies et relier sans danger le campus de l'Université internationale de Floride et le quartier où vivent les étudiants. Je me souviens bien avoir regardé là-haut, je me suis dit « Waouh, c'est fou, ils ont fait ça tellement vite ». Comment un ouvrage conçu pour protéger peut-il tuer 6 personnes? Le pont a commencé à se fissurer. Quelles leçons tirer de ces tragédies? Et comment avancer pour bâtir une société plus sûre? Le feu s'engouffre à travers les 24 étages, dévorant tout sur son passage. C'est un désastre humain. C'est absolument catastrophique. Nous voulons la justice! Nous voulons la justice! Pour nous! Pour nous! Pour nous! Dans toutes les grandes villes du monde, on trouve des immeubles de grande hauteur. L'espace est limité et les gens veulent continuer à habiter là où ils travaillent, parce que la socialisation est primordiale. La seule façon de loger tout le monde, ce sont les immeubles de grande hauteur. Monsieur et Madame Simmons ont la tête dans les nuages. 15 étages dominant South London. Vous vous plaisez ici? Ah oui, je trouve ça extraordinaire. Et toi? Oui, j'aime bien. Les immeubles de grande hauteur se sont multipliés après la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux mauvaises conditions de vie des habitants de l'époque. Les bombardements allemands avaient fait beaucoup de dégâts. Puis il y a eu le pic de naissance après-guerre, d'où un besoin vraiment urgent de permettre aux gens d'accéder à des logements modernes le plus vite possible. On espère faire de Londres, après cette guerre, une cité sans bidonville, une cité d'air et de lumière, de vastes parcs et de boulevards. Ça a coïncidé avec les progrès dans la fabrication du béton qui ont permis de construire des immeubles plus hauts. Londres, à l'image de bien d'autres villes britanniques dévastées, est en pleine reconstruction. Vu la vitesse à laquelle on a construit à l'époque, de vrais problèmes ont vite commencé à apparaître. Ronan Point est un très bon exemple de ces problèmes structurels. Ça a été un grand choc dans tout le pays. La construction de cette tour de l'Est de Londres est directement à l'origine de l'effondrement de plusieurs étages en 1968 après une explosion de gaz. L'accident fera 4 morts et de nombreux blessés. Un grand nombre de ces bâtiments de grande hauteur ont été construits dans les années 60. On a des documents qui attestent des problèmes structurels et des accidents dans ces immeubles. Mais dans quelques années, Harlech Tower ne sera plus qu'un souvenir. Le bâtiment sera prochainement détruit pour laisser place à un projet de réhabilitation à 730 millions d'euros.
La démolition n'est pas forcément la solution miracle. Il y a encore 20 ans, il y avait encore une vraie volonté d'aller de l'avant, de prolonger l'existence de certains de ces bâtiments en effectuant les travaux de réparation nécessaires. On voit ces tours partout dans Londres. Elles font partie de la trame de la ville. Et elles sont devenues le genre d'endroit où vivent les moins favorisés, ce qu'on appelle des logements sociaux. La tour Grenfell était à North Kensington, qui appartient au district de Kensington et Chelsea. C'est l'un des plus riches du pays. Et North Kensington est un endroit unique, célèbre pour le marché de Portobello, le carnaval de Notting Hill. La tour Grenfell a été conçue à la fin des années 60 et achevée en 1974. Elle faisait un peu plus de 67 mètres de haut et comportait initialement 120 appartements. Les habitants de la tour Grenfell, c'était un vrai mélange. Et il y avait des gens qui étaient propriétaires de leur appartement, des locataires, des gens en logement social, des Britanniques qui, aussi loin qu'ils s'en souvenaient, avaient toujours vécu là, des gens qui étaient arrivés récemment en Angleterre. Une mosaïque comme on en voyait beaucoup à Londres. Il y avait un vrai sens de la solidarité, une volonté de s'assurer que tout le monde autour de soi avait quelqu'un pour veiller sur lui. On avait de l'intérieur ce sentiment d'appartenance à une communauté. Tout le monde était adorable. Vous voyez, on se disait bonjour, comment ça va, des voisins super. C'était vraiment des gens bien, des gens gentils. Le district de Kensington et Chelsea est propriétaire de la tour Grenfell, mais l'idée, c'est que ce n'est pas au conseil de gérer l'immeuble. Il y a une instance spécialisée qui s'en occupe. C'est l'un des nombreux TMO de Kensington et Chelsea, avec quelques 9500 biens en gestion. Des travaux de rénovation de grande ampleur avaient été entrepris 2 ans et demi plus tôt et terminés l'été précédent. On faisait remplacer le chauffage, les chauffe-eau, les fenêtres, le revêtement extérieur. Au départ, la rénovation devait porter sur des nouvelles salles de bain, des nouvelles cuisines, l'amélioration du chauffage central, ce genre de choses assez simples, pour moderniser les appartements d'un immeuble qui était là depuis 1972. Une des caractéristiques des immeubles de grande hauteur, notamment de ceux construits dans les années 60 et 70, c'est leur faible efficacité énergétique. Il y fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver. L'une des principales explications à l'utilisation de grandes quantités de revêtements dans les projets de rénovation, c'est la volonté d'améliorer l'efficacité énergétique des immeubles. Concrètement, ça ressemble à un sandwich de feuilles d'aluminium, assez fine, autour d'une plaque de matière plastique un peu plus épaisse, 1 centimètre d'épaisseur peut-être. La pose de ce genre de revêtement sur les façades de l'immeuble, c'était une stratégie assez commune pour un certain nombre d'architectes et de gérants. De fait, on en profitait aussi pour améliorer l'aspect d'un certain nombre de ces bâtiments en béton plutôt laids construits dans les années 60 et 70. Le 13 juin 2017, l'Angleterre subissait une importante vague de chaleur. À minuit 54, Beailou Kebede, locataire de l'appartement 16 au 4e étage de la tour Grenfell, est réveillé par l'alarme de son détecteur de fumée. Il se rend dans sa cuisine et voit des flammes. Il appelle les pompiers. Je vivais avec mes parents et ma sœur au 13e étage. Ma sœur avait voulu se coucher tôt parce qu'elle avait ses examens le lendemain. Quand mes parents sont arrivés à la maison, ils ont pris l'ascenseur et il y avait des habitants du 4e qui sont montés avec eux. De la fumée est entrée dans la cabine et ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont éteint le feu derrière le frigo. Ils se sont dit que c'était bon. Pour eux, c'était quelque chose d'assez ordinaire. Les appareils ménagers, c'est environ 60 départs de feu par semaine. Mais ils regardent par la fenêtre et là, ils voient des braises tomber devant leurs yeux. Ils se rendent compte que le feu s'est déjà propagé à l'extérieur sur le revêtement. Ça, c'est un élément central, parce que ces appartements, en cas d'incendie, sont censés le circonscrire à l'appartement où il se déclare. On appelle ça le compartimentage. Ça veut dire que si un incendie se déclenche, il peut être maîtrisé. Un incendie peut se propager d'étage en étage par la façade d'un bâtiment. En principe, c'est un étage par heure. Mais à Grenfell, le feu s'est propagé d'étage en étage en quelques minutes. Moins de 20 minutes après avoir attaqué le revêtement, l'incendie a atteint le sommet de l'immeuble. En quelques heures, le bâtiment entier est la proie des flammes.
Les gens ont commencé à crier. On voyait le feu qui progressait vers le haut et on criait « Sortez de là, sortez de là !» On pouvait sentir la chaleur qui arrivait sur nous. On se tenait debout, comme ça, on regardait l'immeuble. Je leur ai dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait entrer dans la tour, trouver un moyen de vérifier que la famille n'était plus là, qu'il ne restait personne dans la tour. On a voulu se précipiter dans la tour et quelqu'un m'a dit « Tu es brûlé, tu vas être brûlé, il y a des trucs qui te tombent dessus ». Je me rendais compte de rien, c'était comme si j'étais sous anesthésie. Le feu s'engouffre à travers les 24 étages, dévorant tout sur son passage. C'était horrible. Des gens appelaient à l'aide. C'était atroce. Les gens cognaient aux fenêtres, ils étaient encerclés par les flammes. C'est un désastre humain. C'est absolument catastrophique. C'était un désastre. Le pire désastre que vous puissiez imaginer. On est au cœur de Londres, au milieu du quartier le plus riche de Londres, et il y a des gens qui errent en pleine rue, qui cherchent des nouvelles de leurs proches. On est là, on continue à prier pour qu'ils s'en soient sortis, qu'ils soient là, quelque part, peut-être à l'hôpital, et qu'ils n'ont pas été encore identifiés, ou qu'ils sont inconscients, ou dans le coma. On espère. On continue à espérer qu'ils sont encore en vie. Cette nuit-là, 297 personnes se trouvaient dans la tour Grenfell. Mais ce soir, on ne sait pas encore qui a pu sortir de la tour sain et sauf et qui n'en a pas réchappé. On en est à apprendre quels amis on ne reverra jamais. Ils étaient là, ils appelaient « Papa, maman !» Et je pouvais rien faire d'autre que regarder, rien. Ma famille vivait au 22e étage. J'ai perdu ma mère, ma sœur, mon beau-frère et mes 3 nièces. Il y a aussi manifestement des gens à qui on a dit de faire demi-tour. Je crois que 24 personnes sont mortes au 23e étage, alors qu'il n'y avait que 9 habitants. Ce qui veut dire que 15 personnes sont montées plutôt que de descendre. Et je trouve ça atroce. Leur dernier moment, c'est inimaginable. 71 habitants sont morts la nuit de l'incendie et la 72e est décédée l'année suivante. Le lendemain, c'était sans doute le plus dur. La tour, presque personne n'y faisait plus attention. D'un coup, elle est revenue au centre de toutes les préoccupations. La solidarité a été spectaculaire. Des cantines se sont mises en place. Il y avait des dons. Ceux qui ont sauvé leur vie et se retrouvent dénués de tout ont trouvé un abri dans un centre de loisirs à proximité. La collectivité a très vite réagi. 24 heures après avoir été appelés, les pompiers sont toujours sur les lieux. En 29 ans de métier à Londres, je n'ai jamais vu un incendie de cette nature. Les autorités craignent que le bâtiment s'effondre. Sur les conseils des pompiers, la station de métro à proximité est fermée. À mesure que les heures passent, les questions se font plus pressantes et la colère monte. Les familles et les amis des victimes et d'autres londoniens se dirigent vers le conseil local et envahissent la mairie. Les gens veulent des réponses et c'est tout à fait légitime. C'est pour cette raison que je demande aujourd'hui le lancement d'une enquête publique complète sur ce désastre. Nous devons comprendre ce qu'il s'est passé. L'enquête publique sur Grenfell, ça revient à un puzzle géant. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment est-ce que ça a pu arriver? Et ça représente l'examen de milliers et de milliers de documents. Personnellement, j'ai passé près de 500 heures à examiner des preuves apportées par des centaines de personnes. L'enquête doit répondre à 2 questions principales. Premièrement, comment l'incendie s'est-il déclaré et propagé? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir pourquoi, fondamentalement, cet incendie a pu se déclencher. Répondre à la première question, c'était déjà un casse-tête. Mais la deuxième, c'est encore pire. On parle d'une intrication d'un nombre important d'entreprises impliquées dans la rénovation de la tour Grenfell. La police se penche sur l'éventualité d'une enquête pour homicide involontaire par personne morale. Mais le chemin est long, compte tenu du nombre d'entreprises impliquées dans l'histoire récente du bâtiment. Je pense que c'est l'une des enquêtes criminelles les plus complexes que ce pays ait jamais connues.
Avant la rénovation, les habitants de la tour attendaient avec une certaine impatience que leurs appartements soient modernisés. Mais une fois les travaux entamés, il y a eu assez rapidement des plaintes sur les conditions de réalisation et sur la qualité des travaux effectués à l'intérieur. Dès qu'ils essayaient de se tourner vers les autorités locales ou le conseil de gestion, on les traitait comme des fauteurs de troubles. Pour être honnête, ce matin, quand je me suis réveillé, je n'ai pas été surpris. Choqué, horrifié, oui, pour les gens qui vivaient là-bas, mais pas surpris. Je ne sais pas si c'était des matériaux de mauvaise qualité ou du travail bâclé, mais si vous aviez été là la nuit dernière et que vous aviez vu la vitesse à laquelle le bâtiment est parti en fumée, quelqu'un a fait quelque chose à un moment donné, ce quelqu'un va devoir assumer. Des questions sont soulevées quant à l'état du bâtiment et la possibilité que le revêtement décoratif posé durant les travaux ait contribué à la propagation si rapide de l'incendie. Le matériau utilisé pour le revêtement est fabriqué par Arconic, une grande entreprise des États-Unis. C'est le Renobond PE. La partie en aluminium, ça n'est pas un problème. L'aluminium, ça ne brûle pas très bien. Mais le plastique, de fait, c'est fabriqué à partir de pétrole. Et comme toute matière plastique, c'est un matériau carboné qui brûle très facilement. Imaginez un panini. Si vous le mettez sur le côté pour le faire griller, le fromage va se liquéfier et couler. Et ce sont ces gouttes qui tombent au sol et propagent l'incendie. L'enquête détermine que les panneaux composites aluminium ont contribué à la propagation rapide de l'incendie dans les étages. Les isolants situés derrière les panneaux composites ont pu également aggraver le phénomène. Une fois parvenus au sommet, les flammes se sont propagées vers le nord et le sud. L'enquête a conclu que les matériaux combustibles au sommet de la tour ont facilité la propagation horizontale du feu, tandis que le cœur en polyéthylène des panneaux composites en fondant s'est écoulé vers le bas, facilitant la propagation des flammes. Ces gouttes ont ensuite formé des flaques en contrebas, formant des foyers qui se sont à nouveau propagés vers le haut du bâtiment. Le deuxième volet de l'enquête examinera de plus près la façon dont chaque matériau a contribué à aggraver l'incendie. C'était un bâtiment parfaitement sûr, en béton, rien d'inflammable. La façade ne pouvait pas prendre feu comme ça. En le recouvrant avec ce revêtement inflammable, on l'a transformé en piège mortel. On a enquêté sur les informations dont disposait Arconic, cette grande entreprise américaine qui fabrique ce produit, sur sa classification en termes de sécurité incendie. Sur le papier, on a un certificat britannique qui le situe en classe B, sur une échelle qui va de F, le moins bon, à A1, le meilleur. Mais Arconic a fait effectuer des tests dans différents laboratoires, notamment en France, et d'après ces tests, le matériau n'est pas de classe B. Les résultats des tests le plaçaient plutôt en classe E, donc bien pire que B. L'entreprise américaine est ouvertement critiquée. Arconic, le fabricant de panneaux inflammables, qui des années avant l'incendie savait que ces produits étaient dangereux. En réponse à ces critiques, Arconic affirme avoir partagé les résultats des tests avec différents clients et instances de certification et les avoir publiés en ligne. L'entreprise avance également que les réglementations britanniques relatives à la construction imposent aux entreprises responsables des travaux de revêtement de mener leurs propres tests pour évaluer le niveau de sécurité anti-incendie de leur système. Une des difficultés de l'enquête, ça va être de déterminer si Arconic a véritablement communiqué suffisamment d'informations aux professionnels du secteur ou si c'était bien à eux d'appréhender les risques éventuels. Chaque entreprise a choisi de montrer du doigt quelqu'un qui aurait dû se rendre compte des problèmes posés par les matériaux employés. Comme les enquêteurs le formulent eux-mêmes, c'est une foire d'empoigne où chacun se renvoie la balle. Tous les acteurs qui participent au chantier d'un immeuble de grande hauteur, qui est un chantier complexe, n'assument pas la responsabilité de la construction. Ils se contentent de lire un ensemble de règles, souvent de manière compartimentée, en se concentrant sur un aspect précis et en oubliant les autres. Résultat, ils n'accordent aucune attention particulière au bâtiment dans son ensemble. Et surtout, personne ne se préoccupe de l'objectif fondamental, construire un immeuble dans lequel les gens peuvent vivre en sécurité. Certaines sources nous ont indiqué qu'on avait à un moment décidé de passer d'un revêtement en zinc au composite d'aluminium qui a finalement été utilisé. Ça représentait une économie de 340 000 € sur un projet de rénovation à plus de 10 millions. Dès le début, le coût a été un critère prépondérant. On a commencé à comprendre que ça n'était pas simplement un problème de revêtement, pas uniquement. Le problème, c'était tout le bâtiment. Et c'est pour ça que tant de choses sont allées de travers cette nuit-là.
On n'a jamais vu un immeuble ravagé par un incendie comme la tour Grenfell. Ce n'était pas qu'un problème de revêtement, mais aussi de compartimentage. Aucun autre bâtiment n'a connu ce comportement de feu et aucun bâtiment ne devrait le connaître. Pour que le compartimentage soit efficace, il faut des cloisons coupe-feu, des planchers coupe-feu, des plafonds coupe-feu. La porte de l'appartement doit également être coupe-feu, c'est très important. C'est primordial, parce que l'appartement est censé former un caisson protecteur pour empêcher le feu d'en sortir et de se propager si un incendie s'y déclenche. Le premier volet de l'enquête a conclu que les façades de la tour Grenfell n'ont pas résisté à la propagation de l'incendie. Au contraire, elles ont affaibli le compartimentage. Les portes coupe-feu sont très importantes aussi. Elles protègent les cages d'escalier de la fumée et des flammes. Certaines portes coupe-feu de Grenfell ont retenu la fumée, mais pas toutes. L'enquête a également déterminé que plusieurs d'entre elles étaient restées ouvertes et n'avaient pu se fermer car elles n'étaient pas correctement équipées de dispositifs de fermeture automatique, propageant des fumées toxiques à l'intérieur du bâtiment. Quand les pompiers sont arrivés et qu'ils ont été envoyés dans la tour vers certains appartements, ils n'ont pas pu utiliser l'ascenseur réservé au secours, comme ils auraient dû pouvoir le faire. Pour atteindre les étages supérieurs, ils ont dû prendre les escaliers. Il n'y avait qu'un escalier à Grenfell et il était envahi par la fumée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a des vidéos sur lesquelles on voit à quoi ça ressemblait quand on ouvrait une porte. C'était littéralement de la fumée noire. On ne voyait pas à 2 pas devant soi. Les cages d'escalier sont censées être protégées de la fumée pendant l'évacuation et pendant que les pompiers maîtrisent l'incendie. En principe, c'est un système de surpression qui s'en charge. Il injecte de l'air frais dans la cage d'escalier, donc il la pressurise et ça empêche la fumée d'y pénétrer. Il y a plusieurs ventilateurs raccordés à une alimentation de sécurité pour maintenir la pression dans la cage d'escalier. À Grenfell, ce système n'existait pas. À la place, il y avait un système conçu pour empêcher la fumée de passer d'un étage à l'autre. Donc, à partir du moment où le feu se propageait sur plusieurs niveaux, ça n'était plus efficace. La fumée de l'incendie était extrêmement toxique, notamment à cause des substances dégagées par la combustion du revêtement. Beaucoup de victimes sont mortes parce qu'elles ont inhalé cette fumée et les substances toxiques qu'elle contenait. Le deuxième volet de l'enquête devra déterminer les raisons de l'inefficacité du compartimentage et de la propagation de l'incendie, et notamment examiner s'ils sont liés à des failles de conception ou d'installation. La nuit de l'incendie, les services de secours ont reçu plus de 300 appels et on disait aux gens qui appelaient de rester là où ils étaient. C'est la doctrine par défaut pour tous les immeubles collectifs. Mon beau-frère habite au 20e. On les a appelés pour leur dire qu'il fallait sortir. Il m'a dit non. On m'a dit de rester ici, c'est plus sûr. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On a essayé de le rappeler, mais il n'est pas là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Les pompiers partent du principe que les immeubles sont censés résister à la propagation de l'incendie d'un compartiment à un autre pendant au moins 60 minutes. Si le compartimentage est défectueux, la mise en sécurité dans les appartements est inefficace. Avec le compartimentage, chaque appartement aurait dû constituer un bloc isolé et l'incendie ne pouvait pas se propager. Très manifestement, dès le début de la nuit, ça n'a pas fonctionné. D'après l'enquête, une fois qu'il a été clair que le compartimentage était défaillant, l'ordre d'évacuer la tour aurait dû être donné, soit entre 1h30 et 1h50. Mais c'est presque 1 heure qui a été perdue avant que la consigne ne soit donnée, à 2h47. Le commissaire adjoint Andiro est arrivé sur le terrain. Comme c'était le plus haut gradé sur place, il a automatiquement pris le commandement et en voyant la situation et l'état du bâtiment, il a donné l'ordre d'évacuer. Malheureusement, pour beaucoup d'habitants, il était déjà trop tard. Si j'avais attendu 10 ou 15 minutes de plus, je ne serais pas là. Le premier volet de l'enquête a confirmé que l'occupant de l'appartement 16, où l'incendie s'est initialement déclaré, n'était pas responsable de la catastrophe. Après le drame de Grenfell, il est manifeste qu'un revêtement inflammable avait sans doute permis à l'incendie de se propager. Les mêmes panneaux de revêtement sont utilisés sur ces immeubles. En 2018, le gouvernement a interdit l'utilisation de matériaux composites d'aluminium sur les façades des immeubles d'une hauteur supérieure à 18 mètres. Il y a 3 ans, ils ont promis qu'en juin 2020, plus aucun immeuble n'aurait ce genre de revêtement. Mais à ce jour, il y a encore 300 bâtiments qui en ont encore.
ou dans lesquels les travaux de mise en conformité ne sont pas terminés. Ça fait 2 ans qu'on attend et rien ne se passe. En attendant, on continue à vivre dans un piège. Il y avait des camions de pompiers partout. Je les ai vus. Pourquoi ils ne sont pas venus sonner, nous dire de nous réveiller, de sortir, qu'il y avait le feu? Et il n'y avait pas d'alarme incendie dans les couloirs? Rien, rien. Si on a 72 personnes qui perdent la vie aujourd'hui dans un immeuble de Londres, c'est qu'il faut tout changer. Une nouvelle réglementation britannique récemment publiée permet aux pompiers d'avoir accès à un système automatique. Une commande à distance pour donner l'ordre d'évacuer un immeuble de grande hauteur. C'est une des suites de l'enquête sur Grenfell. La nouvelle méthodologie va comporter un certain nombre de principes clés et elle s'articule autour d'une identification claire des responsabilités. Qui est responsable de la conception, de la construction, de l'entretien? Le deuxième principe, c'est l'existence d'un nouveau régulateur de la sécurité des bâtiments. C'est une sorte de basculement. Il ne s'agit plus de valider ce qui est fait à partir du moment où c'est ce que préconise la réglementation, mais d'exiger la preuve que le bâtiment est sûr. Pour nous, la question, c'est toujours de savoir si justice sera rendue pour la plus grande partie d'entre nous, de voir s'il y aura des poursuites. Ce qu'attendent beaucoup de gens, c'est que la sécurité devienne la première des priorités quand il s'agit d'entretenir et de rénover des bâtiments de ce genre. Retirer ces revêtements, s'assurer que leur vente est interdite. Il faut vraiment investir dans la sécurité, investir pour les pompiers. Il faut qu'il en reste quelque chose. C'est très important. Le projet actuel, c'est de démolir à terme ce qu'il reste de la tour Grenfell et de construire un parc mémorial à son emplacement. C'est tellement important d'essayer de se battre pour changer les choses. On ne veut pas que ça arrive ailleurs. L'enquête sur Grenfell met en évidence un système défaillant. Le revêtement en zinc choisi par les ingénieurs a été remplacé par des panneaux d'aluminium moins chers pour respecter le budget. Son second volet devra déterminer si ce choix ou d'autres décisions centrales prises au moment de la conception et de la rénovation du bâtiment ont été à l'origine de cette horrible tragédie. 9 mois plus tard à Miami, un projet présenté comme un triomphe de la construction accélérée tourne au désastre quand un pont de l'Université internationale de Floride s'effondre, recouvrant 8 voies de circulation sous 950 tonnes de béton et de métal. On entre, la dame nous demande ce qu'on veut, et là, elle dit que la passerelle vient de s'écrouler. Tout ce qu'on a vu, c'est plusieurs voitures écrasées sous le pont. Nous pouvons confirmer que 6 personnes ont été tuées. Ça s'est écroulé d'un coup. Tout est allé très vite. Une des raisons pour lesquelles je suis venue étudier à l'Université internationale de Floride, c'est que je viens d'une petite ville. Je voulais faire l'expérience de la vie dans une grande ville. L'université est connue pour compter davantage d'étudiants qui vivent en dehors que sur le campus. Le plus gros souci, c'était que pour y arriver, il fallait traverser la 8e rue, une des plus passantes de Miami. Je me rappelle que l'année de notre arrivée, une fille a été renversée en traversant. L'université a donc décidé de trouver une solution, de construire une passerelle piétonne pour avoir un passage sécurisé entre le campus et la ville. FIG est une entreprise internationale spécialisée dans la construction de ponts. Ils ne sont pas basés en Floride. Et ils ont construit toutes sortes d'ouvrages de grande envergure dans le monde. Différents matériaux, différentes tailles. C'est leur spécialité. L'université voulait aussi construire une sorte de repère, quelque chose dont les gens pourraient être fiers en le voyant. Ça a mené à la proposition telle qu'elle a été retenue. Quelque chose de très joli d'un point de vue architectural, un mariage entre un pont à haubans et un pont à treillis. Un pont à haubans, c'est un pont pour lequel de grands pylônes verticaux supportent le poids et le redirigent directement vers les fondations. Le tablier est supporté par des câbles qui vont directement du pylône au tablier.
Un pont en treillis, fondamentalement, c'est une poutre très rigide qui va d'un support à un autre et qui répartit la charge par des barres qui forment une triangulation, les diagonales et les montants. L'université voulait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Ils voulaient quelque chose d'esthétiquement plaisant. Ils ont choisi, on peut dire, une combinaison en utilisant les deux techniques. Je pense que c'était une première. Pour un treillis, on utilise toujours de l'acier, parce que l'acier est plus léger. C'est un des avantages du pont en acier. Mais pour des raisons esthétiques, l'équipe chargée de la conception a décidé d'utiliser du béton. Un pont en béton est bien plus facile à entretenir qu'un pont en acier, parce que l'acier finira par rouiller. C'est particulièrement vrai à Miami, où il y a beaucoup de sel dans l'air à cause de l'océan. Quand on innove, il y a toujours un risque accru. Donc ce genre de pont est normalement toujours examiné par un expert indépendant. Si à n'importe quel moment, cet expert a des doutes sur la façon dont les choses avancent, il peut faire interrompre les travaux de construction. Une passerelle piétonne, c'est toujours compliqué parce qu'elles sont très empruntées et qu'il y a différentes sollicitations harmoniques. Les gens courent, marchent, etc. C'est différent de ce qu'on peut avoir avec un véhicule qui avance, c'est-à-dire une sorte de charge fixe. Le principe fondamental, quand on conçoit un pont, c'est de prendre en compte les trois contraintes principales. Le poids propre, la charge imposée, c'est-à-dire la charge mobile ou temporaire, et la charge environnementale. Par poids propre, j'entends le poids de tous les éléments de construction du pont lui-même. Ensuite, la charge imposée, c'est la charge temporaire. En fait, les piétons, les véhicules, les trains, etc. Enfin, la charge environnementale, c'est très concrètement des choses comme les surcharges climatiques, vent ou neige, et dans les régions où il existe un risque sismique, la surcharge sismique. Quand on construit un pont au-dessus d'une voie de circulation préexistante, on a différentes possibilités pour ne pas avoir à interrompre trop longtemps la circulation. La principale motivation à la construction de ponts auxiliaires, c'est d'accélérer les travaux pour réduire au minimum les perturbations de la circulation. Dans ce cas présent, le chantier a été établi sur le côté de la voie pour y construire une grande travée d'environ 60 mètres de long et d'une seule pièce, afin de pouvoir la soulever et la mettre en place. Cette grande travée avait un poids total de 950 tonnes. Après ça, il ne restait qu'une chose à faire, construire la pile centrale, qui devait supporter le pylône placé au-dessus du pont et installer les câbles sur le pont. Dès que l'armature a été retirée, il y a eu des craquements assez impressionnants. C'est sans doute à ce moment-là que le pont a commencé à se fissurer. Le béton peut se fissurer, ça n'a rien d'étonnant. Le seuil en deçà duquel on considère qu'une fissure est mineure et ne nécessite aucune intervention particulière, c'est de l'ordre d'un demi-millimètre de large. Les fissures dont on parle proviennent de ce qu'on appelle le retrait du béton. On sort de l'autoroute et on voit le pont. On voit qu'il travaille encore sur quelque chose au-dessus, mais la circulation avait déjà été rétablie sur la 8e rue. On était sous le pont, en fait. On attendait au feu. Et je me souviens bien avoir regardé là-haut. Je me dis, waouh, c'est fou, ils ont fait ça tellement vite. Ça y est, c'est en place, c'est fait. À 8 heures, l'ingénieur en charge du projet est venu sur le chantier pour inspecter les fissures qui s'étaient formées sur le pont. Le but de la visite, c'était de pouvoir donner quelques informations au cours de la réunion qui avait été prévue entre toutes les parties chargées de la construction du pont. Suite à cette réunion, il a été décidé que ces fissures ne représentaient aucun danger et que les travaux pouvaient continuer. J'avais insisté auprès de ma mère, je voulais vraiment qu'on déjeune ensemble. Je lui avais tellement vanté cet endroit. On entre, la dame nous demande ce qu'on veut et d'un coup, elle dit que la passerelle vient de s'écrouler. À 13h46, donc moins de 6 heures après l'inspection du matin, la passerelle s'effondre.
Les conducteurs des voitures n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça s'est écroulé d'un coup, tout est allé très vite. Je me souviens d'une fille dans sa voiture. Quelqu'un l'avait déjà fait sortir. Et il n'y avait que l'arrière de sa voiture qui avait été écrasé. Donc ils avaient pu la sortir et elle n'était pas blessée, mais elle était là, par terre, à trembler, complètement traumatisée. Tout ce qu'on a vu, c'est plusieurs voitures écrasées sous le pont. C'est horrible. Ça va être horrible pour tout le monde ici. À l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que 6 personnes ont été tuées. Il est malheureusement possible que d'autres véhicules se trouvent encore sous les décombres. Un des bruits que je n'arrive pas à oublier, c'est une des voitures qui avait été coincée sous le pont. Le klaxon était bloqué et il ne s'arrêtait pas. Ça a continué jusqu'à ce que la batterie de la voiture soit vide. C'était vraiment traumatisant. J'ai eu l'impression que c'était un des jours les plus longs de toute ma vie. La priorité des pompiers est bien évidemment de porter secours aux victimes. Une fois cette mission menée à bien, la police criminelle prendra le relais pour enquêter sur cette tragédie. Le Conseil national de la sécurité des transports est connu pour se rendre sur les lieux des accidents d'avion, mais ils se rendent en fait sur les lieux de tous les accidents majeurs concernant les transports. Leurs experts les plus qualifiés apportent leurs compétences, ils déterminent ce qu'il s'est passé, comment, et comment on fait en sorte que ça ne se reproduise jamais. La passerelle de l'Université de Floride était une conception assez originale. Il y avait un treillis en béton qui supportait le poids et le tablier était directement posé sur ce treillis. Mais elle avait aussi l'esthétique d'un pont à haubans avec des câbles. Enfin, c'était plutôt des tubes en acier que des câbles à proprement parler qui partaient du pylône pour rejoindre directement le tablier en béton. Les haubans donnaient l'impression de supporter le poids du tablier, mais c'était uniquement esthétique. Si les haubans représentent un élément inhabituel, ils n'avaient pas encore été installés au moment du drame. Ce sont d'autres facteurs qui ont mené à l'effondrement de l'ouvrage avant même son achèvement. La redondance est la capacité que présente une structure à continuer à remplir sa fonction après la défaillance d'un ou plusieurs de ses éléments. La plupart des autres passerelles piétonnes utilisent 2 treillis en acier pour assurer la stabilité de l'ouvrage en cas de problème. Celle-ci n'en avait qu'un. Si la passerelle avait eu 2 poutres, peut-être qu'une seule des 2, sur un côté, aurait lâché et le pont ne se serait pas complètement effondré. Les fissures ont commencé à apparaître environ 3 semaines avant l'accident lui-même. Le rapport du Conseil national de la sécurité des transports affirme que l'entreprise chargée de la construction comme celle chargée de l'inspection avait constaté l'apparition de ces fissures et en avait averti l'entreprise conceptrice du projet. Celle-ci a répondu qu'elle ne posait pas de problème de sécurité. Le 15 mars 2018, les ouvriers travaillent sur des câbles de post-tension qui relient la corde supérieure du pont à son tablier. La post-tension est une variante du béton armé. On coule le béton. Ensuite, on a des câbles à l'intérieur du béton qu'on va tendre une fois que le béton aura suffisamment pris, puis qui seront ancrés à chaque extrémité. De cette façon, le béton reste en permanence en compression et la traction est appliquée aux câbles dans le béton, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les points forts de chacun des 2 matériaux. On a décidé de travailler en post-tension, là où des fissures étaient apparues, en pensant que ça pourrait contribuer à réduire les fissures et à éviter qu'elles ne progressent. Dans un treillis, on a des éléments qui travaillent en traction, d'autres en compression, et ils se rejoignent au point d'assemblage, qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire, sommairement, les pointes des triangles qui forment le treillis. Ici, c'est la diagonale numéro 11 qui rejoignait le bas du montant numéro 12. Le nœud entre les barres 11 et 12 est le point où on travaillait en post-tension pour essayer de corriger les problèmes de fissures qu'on avait observés.
Il y a eu une réaction en chaîne, parce que dans une structure sans redondance, si un élément fait défaut, la charge qu'il supportait est reportée sur l'élément suivant. Et si l'élément suivant ne peut pas supporter la surcharge, il fait à son tour défaut. Il y a un effet domino en quelque sorte. Un autre élément inhabituel sur cet ouvrage, c'est son irrégularité. Habituellement, sur un treillis, les triangles sont similaires tout au long de l'ouvrage. Donc, on a une structure symétrique. Ici, la structure était asymétrique. Les angles formés par les diagonales n'étaient pas égaux. C'est-à-dire que différents éléments supportaient différentes charges. C'est le genre de choses à bien prendre en compte durant la phase de conception. L'enquête du Conseil national de la sécurité des transports a conclu que l'équipe chargée de la conception avait commis 2 erreurs graves. Ils ont sous-estimé les contraintes exercées sur le nœud 11-12 et ils ont surestimé la capacité de ce nœud à résister aux contraintes horizontales. Les travaux de construction ont été exécutés correctement. Les analyses l'ont montré. Si le pont s'est effondré, c'est en raison d'une erreur commise au cours de sa conception. La première recommandation du Conseil national de la sécurité des transports a été de modifier la procédure de conception des ponts par des contrôles destinés à examiner spécifiquement et en détail le comportement des points d'assemblage. Le Conseil recommande également de prendre précisément en compte contraintes et redondances dans la conception des ponts en béton et à accorder une attention particulière à la protection de la sécurité publique lors de la construction d'ouvrages complexes. En 2020, le département des Transports de Floride annonce la construction à venir d'un ouvrage de remplacement d'une importance essentielle. Les phases de conception et de construction sont planifiées sur 4 ans à partir de 2021. Quand j'ai été élu pour la première fois ici, il y a 25 ans, 14 000 ponts aux États-Unis avaient besoin de réparation. Aujourd'hui, leur nombre s'élève à 56 000. Il nous manque 1 000 milliards de dollars de fonds pour la décennie à venir, si on compare ce que l'on dépense et ce que l'on devrait dépenser. C'est un immense problème. Les ponts qui sont structurellement déficients, obsolètes, ont en moyenne 60 ans. Ils ont été construits pour durer 30 ans. Et si on pense à ce à quoi ressemblait un camion il y a 60 ans, il faut investir dans les infrastructures. Et il va falloir faire preuve d'une immense créativité, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Le problème ne va pas disparaître. Un pont qui s'effondre, un enfer haut de 15 étages, ce ne sont pas de simples erreurs d'ingénierie, mais les failles d'un système. Dans les 2 cas, sur le terrain, des avertissements ont été transmis, mais rien n'a été fait pour empêcher les désastres annoncés. Ces désastres, s'ils sont tragiques, aideront à redéfinir le génie civil en mettant en évidence défauts de construction et insuffisance des systèmes de sécurité. Les logements sociaux, les ponts et les passerelles ne sont pas des prouesses techniques qui attirent l'œil et marquent les esprits. Ce sont les modestes chefs-d'œuvre qui font le ciment de notre civilisation.